Bienvenue. La sixième séance du séminaire Citoyenneté et politique au Maroc. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Zakaria Kadiri et sa collègue Hind Souhi. Avant de présenter nos intervenants, je vais pas refaire tout un rappel du cadre de ce séminaire, mais je voulais juste brièvement dire que c'est un séminaire qui veut offrir un cadre aux étudiants, doctorants et chercheurs pour repenser la citoyenneté et la participation politique au Maroc. Il parle d'une définition large de la citoyenneté et la participation politique, donc prend en compte la politique instituée comme on la connaît, élections, engagement associatif, activisme, mais aussi tout l'ensemble des pratiques et discours qui produisent, et là je cite, un ensemble de croyances, d'intérêts, de conception du monde et de représentation sur ce que la vie en société devrait être. Voilà, citation de Evelina Danini. Donc, en fait, on essaie bien de décrire et identifier les normes de citoyenneté au Maroc, les projets politiques, entre guillemets, qui sont à l'œuvre au sein de la société marocaine. Ça peut être des projets politiques portés par des individus, par des collectifs ou par des catégories. Voilà à peu près le cadre de ce séminaire. Donc, il veut un petit peu poser des questions et un peu montrer comment les normes de citoyenneté et de participation politique au Maroc sont produites, transmises et remises en question. C'est une approche pluridisciplinaire. On a eu plusieurs intervenants qui ont discuté avec des perspectives différentes. Frédéric Verret sur la réparation communautaire à Casablanca, Pierre-Louis Maillot qui était sur les politiques agricoles, qui touche un petit peu le sujet d'aujourd'hui aussi. Badiane Haas sur les modalités de négociation des espaces d'appartenance nationale pour le cas du RIF. On a eu aussi Béatrice Ibo, Mohamed Tozi, qui ont présenté leur dernier ouvrage, C'est le temps politique au Maroc, qui ont parlé un petit peu de leur approche de sociologie politique historique, sociologie politique historique. Donc, je ne sais pas si je le dis bien, vous me corrigerez peut-être. Irénée Bono aussi, qui nous a présenté son travail sur comment observer le politique, mais à travers le rôle des acteurs économiques. Donc ça aussi c'était très intéressant. Et aujourd'hui donc on a le plaisir aussi d'accueillir Hind Souhi et Zakaria Kadiri sur les politiques agricoles et les stratégies de participation des jeunes ruraux. Je vais présenter brièvement nos intervenants d'aujourd'hui. Donc Zakaria Kadiri est professeur de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines de Ain Chouk, Casablanca. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie politique de l'université Aix-Marseille et aussi en même temps ingénieur agronome de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Et ses recherches portent sur l'observation des changements sociaux de manière générale, mais aussi et plus précisément sur les politiques publiques et la circularité des modèles de développement rural et agricole, et sur la jeunesse dans le monde arabe et sur les questions aussi de leadership politique et de leadership. Ces dernières publications, en partie, donc je voudrais, celle de 2020, on a Imprévisible et Bricolé, la modernisation rurale et agricole au Maroc, publié avec Esperista Mouda. On a aussi un travail qui a été fait en 2019 en collaboration avec M. R. Raihani sur la politique foncière de privatisation des terres collectives, qui a été publié dans Alternative Rurale. Nous avons aussi avec nous Hind Souhi, qui termine sa thèse en sociologie rurale à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc. Ses recherches portent sur les jeunesses rurales et sur les processus de changement agraire et des territoires ruraux. Elle est en même temps coordinatrice du projet Farming in Times of Crisis, Experiences, Responses and Needs of Smallholder Farmers During the COVID-19 Pandemic, au Maroc, en Algérie et en Inde. Donc voilà à peu près les intervenants. Je voulais aussi, Hind Souhi a aussi publié dans
de façon assez conséquente. Nous avons une publication avec Zakaria Qadiri Mahdi, tout récent, qui en anglais ici, The Civil Society, the Commune and the Parliament, Strategies for Political Promotion of Young Rural Leaders in the Province of El Hajab, Morocco, qui a été publié dans Revista des Studios International, revue des études internationales et méditerranéennes, je pense. Nous avons aussi une publication aussi avec Zakaria Qadiri, qui date de 2016, sur jeunes ruraux au chevet du territoire, publiée dans Economia. Enfin, une dernière publication avec encore Zakaria Qadiri et messieurs Abdelawi et madame Bossen-Brouek en 2015 sur Partir et revenir au village, mobilité non permanente des jeunes ruraux dans la région du Saïs, au Maroc, dans Cahiers d'agriculture. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des publications de Hind. Tu me diras s'il y a autre chose, bien sûr, et peut-être vous pourrez nous donner des références peut-être au cours de votre intervention. Alors, sans plus tarder, je pense que je vais passer la parole à nos intervenants qui, je pense, se sont déjà organisés pour le temps. Donc, je pense que vous êtes co-hôte, donc vous pouvez activer votre micro, je pense, et donc commencer la présentation quand vous pourrez. Merci beaucoup. Je vais me permettre de prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, parfait. Ils sont chez nous un petit peu. On t'entend bien, mais c'est très clair. Très bien, merci. Écoutez, je vais prendre la parole en premier et on laissera les meilleurs pour la fin. Donc, je laisserai Hind par la suite. Alors, je profiterai d'abord de l'occasion pour remercier le CGB, remercier les collègues Rally, David et Olivier aussi de nous avoir associés à ce cycle très prometteur de discussion et d'analyse je dirais, de la participation politique. Alors, aujourd'hui, avec Hind, on va parler plutôt de deux choses. D'abord, rural agriculture. Et un deuxième point d'attaque, c'est la question de la jeunesse, en la situant dans ce milieu que je dirais assez particulier au Maroc, sur lequel je reviendrai particulièrement, qui est le milieu rural et le secteur agricole. Alors, bien évidemment, avant de parler de cette participation politique, je prendrai un peu le temps de situer le lecteur, mais aussi pour mieux comprendre aussi nos analyses, de situer par rapport à une historicité des acteurs, une historicité de la jeunesse, une historicité du rural. Je n'aurai pas le temps de tout déballer, mais on se focalisera sur la question de la participation, en particulier dans le milieu rural. Alors, d'abord, très souvent, on appréhende le secteur agricole au Maroc, mais aussi ailleurs. On l'appréhende très souvent par ce qu'on appelle communément les chefs d'exploitation, les chefs de ferme agricole, si vous voulez dire. Ou quand on balance aussi dans les analyses statistiques un peu systémiques, on est dans ce qu'on appelle les chefs de famille. Et du coup, parallèlement, on masque aussi, on rend invisible également toute autre catégorie. Bien évidemment, il y a tous les travaux autour de la femme rurale depuis les années 80 au Maroc, et qui ont été initiés à la fois par Mernissi, par Pascal en partie, et qui sont revenus à ces catégories. La jeunesse rurale, elle était très peu étudiée. Moi, je me rappelle quand on avait commencé à y travailler depuis une dizaine d'années un peu, les références étaient très, très peu. Peu importe comment on aborde ces jeunes. C'est dire que le prisme d'attaque à la fois à des collègues qui travaillent plutôt, je dirais, en sociologie ou même les travaux de sciences politiques, si on revient à Levaux, à Tilbury, etc., on était vraiment soit sur la personne qui vote ou sur les chefs de ménage ou sur les notables, etc. Donc, on était dans des figures qui étaient déjà très, très visibles et on les rendait visibles davantage
par la littérature. Donc, parler des jeunes aussi, c'est parler des jeunes dans ce contexte aussi de la littérature qui était très, très rare et où les enquêtes étaient très, très peu vraiment jusqu'à il y a une décennie. Donc, maintenant, quand on a commencé aussi à parler de la jeunesse, c'est aussi pour se dire, finalement, qui porte l'agriculture de demain, qui porte les territoires ruraux de demain, ou qui va les porter, si on peut se le permettre. Et c'est tout l'intérêt de revenir à la jeunesse. Ici, on ne va pas faire une fixation, ni moi, ni Hind d'ailleurs, on ne va pas faire une fixation sur, si vous voulez, sur les jeunes, en essayant de on va dire, de les rendre des anges, mais de les caractériser. Et je pense que c'est un élément qui est très, très important. Maintenant, quand on dit jeunesse, de qui on parle? Quand on dit jeunesse rurale aussi, comment on peut la distinguer? Est-ce qu'il y a une distinction par rapport aux homologues de l'urbain? Alors, cette catégorie, elle est très, 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 très hétérogène et je coupe très net avec les enquêtes et avec une considération très, je vais dire, très diffuse sur une considération par les tranches d'âge. Elles ont leur intérêt pour l'identification, même pour l'opérationnalisation des politiques publiques, mais elles ont aussi leurs limites dans l'analyse de la jeunesse rurale. Justement parce que la jeunesse rurale, elle se caractérise aussi par une identification, par une construction sociale qui est un peu plus différente que les jeunes urbains, du moins dans les espaces, dans la société marocaine. Ces différences, on peut les situer sur différents registres. Je vais les situer par rapport à la famille, pardon, à la famille rurale, par dire que dans l'état actuel, en tout cas des structures sociales au Maroc, mais c'est aussi valable pour tout le Maghreb, je dirais que les structures sociales laissent aussi très peu d'ascension, je vais dire sociale, pour les jeunes, parce que la décision dans la ferme agricole, dans l'exploitation agricole, elle est très, très souvent attribuée au chef d'exploitation, à l'ayant droit, à celui qui a le droit de jouissance, etc., etc. Et du coup, l'ascension foncière des jeunes pour prendre place dans la prise de décision, elle est très, je veux dire, elle est à nuancer. On n'est pas dans des registres où on a une ascension formalisée, institutionnalisée, telle qu'on peut la vivre dans certains pays européens. Ici, on est chef d'exploitation, ferme, chef de famille même, agricole, jusqu'à notre mort. Et du coup, on peut être jeune jusqu'à 45 ans dans le rural. On peut même être plus si on vit dans une famille élargie. Et du coup, considérer la jeunesse, c'est aussi la considérer au-delà de ces tranches d'âge, au-delà de ces limites qui vont être très cloisonnées. S'intéresser aussi à la participation des jeunes, c'est aussi de situer, je vais dire, l'épaisseur démographique de cette catégorie. Donc, le recensement général, le dernier, de 2014, il nous renvoie sur à peu près 5 millions de jeunes Marocains de 15 à 39 ans qui vivent dans le rural, ce qui correspond à peu près à 40% de la population rurale à cette date-là, ce qui est très, très important. Ça me ramène à dire quoi? Ça me ramène à dire à relever des contradictions, même sociologiques, pour dire que voilà, on a une migration très forte, on a même une phrase qui est très chère aux sociologues d'il y a 50 ans, 60 ans, pour dire que la campagne se vide. D'accord. Donc, on a dans la mort de la paysannerie. Donc, finalement, quand on fait des études, y compris dans les Oasis, avec Hind, par exemple, on retrouve qu'il y a plein de villages qui sont encore pleins. On a même des catégories très peuplées. D'accord. Et ça nous ramène à cette opposition pour dire que finalement, la campagne ne se vide pas partout, au moins. Donc, il y a une distinction. Donc, on ne peut pas considérer le rural au Maroc comme homogène. Et du coup, on ne peut pas considérer les jeunes ruraux au Maroc comme une catégorie homogène.
Mais ce qui est important à souligner, et là j'ai un peu comparé les deux derniers recensements pour voir aussi qu'il y a à peu près 1 million de jeunes qui ont quitté le rural entre les deux recensements. Et ça, c'est aussi une donne qui est très importante. Ça ramène aussi les démographes, les sociologues aussi, à s'y intéresser sur ces distinctions entre les territoires. Donc, voilà un peu, si je peux dire, par rapport à cette partie introductive. Maintenant, avant de donner la parole à Hind, je reviendrai sur 4 éléments très succincts pour caractériser la jeunesse, avant de donner la parole à Hind, qui traitera plus de la participation politique, d'accord, de l'engagement à la limite partisane des jeunes dans le rural. Alors, premier élément, c'est cette standardisation des modes de vie. Aujourd'hui, dans les espaces ruraux, on n'est plus dans le jeune qui est habillé en djellaba, on est tout de même en décalage par rapport je vais dire, à ces clichés, à ces préjugements. Aujourd'hui, le jeune aussi, il va au café, le jeune, il veut sortir, il veut voyager, il regarde la télé, donc il y a un impact très important aussi bien des nouvelles technologies que de la mobilité, que aussi de l'accès à l'école sur le mode de vie. Il y a une standardisation du mode de vie qui ramène à dire qu'aujourd'hui, on est dans des standards urbains. On n'est pas dans des standards, plus que dans des standards ruraux. Donc, on est aussi dans des standardisations urbaines et ça se voit même dans les habits, ça se voit aussi dans les aspirations. Les jeunes aussi veulent aller au café, voir Madrid et Barcelone, etc. Donc, et ça, c'est des changements importants qui ont bien sûr leur impact aussi sur la vie économique, sur le mode du travail, sur le temps alloué au travail chez autrui, etc. Mais ça, c'est une autre dimension sur laquelle on peut y revenir dans la discussion. Deuxième marqueur, c'est cette question de mobilité. Aujourd'hui, on est devant une génération qui est au-delà de la qualité de la scolarisation et qui est plus scolarisée que la génération des aînés. D'accord. Mais cela nous ramène aussi à parler des trajectoires, je dirais, des trajectoires scolaires des jeunes hommes et femmes. Et là aussi, il y a une distinction, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais pour dire que voilà, on est devant une génération qui est plus scolarisée, qui a une mobilité par la scolarité, parce que très souvent, les lycées ou les collèges ou la formation professionnelle n'existent pas dans les villages. Donc, il y a une mobilité forcée, entre guillemets, donc qui est très importante. Donc, ça, c'est un élément qui est très important et qui ramène aussi à parler de ces différentes formes de mobilité. L'article de Hind en 2015, il renvoie sur ces formes de mobilité pour la scolarisation, pour le travail, une mobilité permanente, une mobilité non permanente, parce que très souvent, on dit que les gens quittent, mais ils ne quittent pas toujours. Donc, et quand on a analysé justement le troisième marqueur sur lequel je vais parler, sur la pluriactivité, ça veut dire que les jeunes, ils sont actifs dans plusieurs métiers, dans plusieurs activités à la fois, qui peuvent être des activités au quotidien ou ils peuvent être des activités réparties sur l'année. Ça veut dire 3 mois, je travaille dans l'agriculture quand il y a des périodes de pointe, 3 mois, je travaille dans le tourisme, 3 mois, je travaille dans le bâtiment, les chantiers, etc. 3 mois, je ne peux rien faire. Donc, il y a une pure activité qui est très importante et qui est fortement liée aussi à leur mobilité. Et du coup, quand on a une mobilité non permanente, il est très important de la distinguer du projet migratoire définitif ou du projet migratoire permanent. Alors, quatrième marqueur, c'est les politiques publiques. Alors, dans le secteur agricole, et là, pour les chercheurs qui travaillent dessus, qui s'intéressent à la question des politiques agricoles, quand on analyse un peu l'historicité des politiques agricoles, les politiques ne se sont jamais adressées à une catégorie de jeunes jusqu'à 2020 d'ailleurs, jusqu'à 2018 particulièrement avec le discours royal. Mais avant, on s'adressait aux jeunes ruraux à travers la catégorie de fils d'agriculteurs. Fils d'agriculteurs, ça renvoie sur énormément de catégories aussi. Il
peuvent être des jeunes, forcément, une bonne partie, mais ça renvoie sur le fils d'agriculteur. Donc, on est vraiment dans une situation qui est très marquée sur la catégorie des jeunes. Politiquement, bien sûr, on s'est adressé aux jeunes à travers le quota dans le sillage des événements de 2011. On s'est adressé aux jeunes à travers le quota, mais on n'a pas distingué jeunes ruraux par jeunes ruraux. D'ailleurs, Hind va y revenir tout à l'heure sur cette distinction. Mais pour dire que les politiques publiques, aujourd'hui, elles ont fait un programme très prometteur, d'ailleurs, depuis l'indépendance du pays, un programme de formation de fils d'agriculteurs, des centres de formation qui étaient implémentés un peu partout dans le pays, notamment dans les plaines productives, où on a formé énormément de jeunes. Mais ce qui est aussi intéressant, et depuis une dizaine d'années, notamment dans les effets, je dirais, des effets indirects de la politique agricole du plan Maroc vert, parce que le plan Maroc vert en soi ne s'est pas adressé aux jeunes, d'accord, en tant que catégorie, en tant que bénéficiaire. Mais force est de constater aussi que indirectement, il a permis aussi de générer une certaine activité agricole très importante, notamment dans les plaines, qui a favorisé quelques métiers. Par exemple, le plan Maroc vert, il a fortement favorisé l'irrigation, le goutte à goutte, l'irrigation localisée. Et indirectement, il y a énormément de jeunes qui se sont installés dans les espaces ruraux, dans les petits centres ruraux, si ce n'est pas les douars, à ce qu'on appelle à bricoler un peu les systèmes d'irrigation, à réparer ces systèmes, à répondre à une demande locale. Et très souvent, ce sont aussi des jeunes qui ont eu des expériences d'ailleurs, soit des expériences de scolarisation, soit des expériences de travail dans des fermes, dans des entreprises d'irrigation. Donc, ces effets indirects, ils sont très importants aussi pour caractériser aussi les jeunes dont on parle aujourd'hui. Ces politiques publiques, elles ont aussi favorisé directement et indirectement ici l'action dans la société civile. Et il y a toute une historique, on en a écrit quelques papiers avec Hind, avec Si Mohamed Tozi, Si Mohamed Mehdi, autour de la société civile, l'implication dans des associations de développement qui ont été favorisées depuis les années 90, je dirais, à travers l'ouverture politique du pays, mais surtout depuis 2005 et 2008, parce que aussi bien le programme INDH que le programme Plan Maroc Vert, ils ont énormément favorisé la création de groupements de producteurs, d'associations, de coopératives, de groupements d'intérêt économique. Il y a de tout, et partout dans le Maroc, jusqu'au point où on peut se retrouver avec plusieurs associations coopératives dans un même village, donc qui est très important. Donc cette tendance, cette dynamique associative, elle a permis aussi permis aux jeunes de s'exprimer à travers l'action collective, mais aussi de revenir dans leur village s'ils avaient quitté, pour une raison ou pour une autre, on pourrait y revenir aussi, et de revenir pour des projets d'insertion locale et d'engagement dans l'action collective. Et pour nous, c'est aussi un engagement politique. Et Hind en parlera aussi sur je dirais, sur ce passage entre l'engagement dans l'action collective associative et l'engagement, je dirais, électoral, pour ne pas dire que engagement politique. Alors, pour finir juste mon propos, je dirais que notre synthèse par rapport aux travaux qu'on a menés aussi bien dans les Oasis que dans le SEIS, dans le RERB aussi et dans le Haut Atlas, on a remarqué qu'on est devant une catégorie sociale. Cette jeunesse, elle est née dans un contexte de libéralisme économique, qui est très important. Donc, la jeunesse aujourd'hui rurale dans les plaines, elle n'a pas connu l'interventionnisme étatique, où l'État pratiquement il s'occupait de tout. On laissait même les agriculteurs comme des assistés. Ils n'ont pas connu ce fort interventionnisme, ils n'ont pas connu la relation
notables avec l'État des années 70-60 sur laquelle avait écrit Levaux, mais ils viennent avec un contexte de libéralisme depuis les plans d'ajustement structurel. Ils viennent aussi dans un contexte de favorisation de la vie associative et du coup, ils ont un jargonnage aussi de la participation. Donc, toute approche participative, approche genre, montage de projets, connexion avec les acteurs, etc. Donc, ils ont plusieurs compétences et ils développent aussi plusieurs stratégies, à la fois d'insertion économique et aussi d'engagement politique. Et c'est sur ce volet-là que je laisserai Hind plutôt parler de ces stratégies, sachant que ce qu'on va présenter maintenant, c'est plus un zoom sur les stratégies de leadership, donc les stratégies d'engagement politique pour rester un peu dans le cadre de ce séminaire. Hind, à toi la parole. Ouais, d'accord. Bonjour tout le monde. Merci Zakaria. Donc, pour la suite de cette communication, en fait, comme a déjà expliqué Zakaria, nous allons faire justement un focus sur les stratégies politiques que les jeunes leaders en milieu rural mettent en place, ainsi que les ressources que ces derniers mobilisent, justement dans ce contexte sociopolitique que Zakaria vient de dépeindre. En fait, ces stratégies, nous allons les analyser en prenant comme cas d'étude une circonscription électorale dans la plaine de Seyss. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la plaine de Seyss, c'est une plaine agricole qui est située entre la ville de Fès et de Meknès. Et pour ce faire, j'aimerais retourner sur deux situations d'action politique où nous avons observé les jeunes leaders en action. Il s'agit d'abord des élections communales de 2015 et ensuite des élections législatives de 2016, du moment que ces dernières sont révélatrices du positionnement des jeunes sur l'échiquier politique local. Et pour comprendre ce positionnement, en fait, permettez-moi de vous présenter les profils de deux candidats dans une circonscription électorale, donc lors des tractations électorales de 2015. En fait, d'un côté, il y avait Slimane, qui est un candidat âgé et qui avait à l'époque 67 ans et qui s'est engagé dans le champ politique dès les années 90. Donc, ce dernier a connu un parcours qui était marqué par plusieurs tentatives à ses débuts de gagner la confiance des notables. Et pourquoi gagner la confiance du notable? Justement parce que pour lui, c'était le raccourci à faire pour s'assurer le soutien de ces derniers et pour réussir dans sa quête d'avoir un siège dans le conseil communal. Parallèlement à cette quête de gagner le conseil communal et justement pour y arriver, il a occupé pendant plusieurs années le poste d'Eguadi. Et à titre indicatif, l'Eguadi, c'est une personne, un homme en général, qui est chargé de surveiller et de distribuer l'eau d'irrigation entre les différents usagers de cette eau. Donc, pourquoi je mentionne ce poste-là? Justement parce qu'en milieu rural, donc occuper ce poste-là, ça permet d'avoir du contrôle quelque part sur une ressource qui est très importante, l'eau d'irrigation notamment. Donc, le fait qu'il ait ce poste pendant 13 ans lui a permis de renforcer ses liens avec les notables et lui a permis finalement d'atteindre dans les années 90 son objectif qui est celui d'avoir un siège au conseil communal. Un siège qu'il va garder durant 3 mandats successifs jusqu'à 2015. Mais en 2015, permettez-moi de l'appeler le candidat ou l'élu senior, donc a été remplacé dans le conseil par un candidat jeune, Jawad. Donc, lors de nos discussions avec les jeunes dans cette circonscription électorale, en fait, ce qui a attiré notre attention, c'est qu'ils décrivaient cette tractation et justement le fait qu'ils ont œuvré pour faire un jeune ou pour remplacer un vieux par un jeune au niveau du conseil communal comme une véritable révolution qu'ils qualifient de Tawra. Pour eux, donc, le fait qu'une personne qui a passé 3 mandats au niveau du conseil communal, qui est l'équivalent quand même de 18 ans, et qui ne réussisse pas à voir le fruit de son travail après tout ce temps, il ne mérite pas d'être réélu. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont soutenu ce jeune qui, donc, si on suit un peu son parcours ou son profil, on va constater qu'il est aux antipodes de l'ancien élu. En fait, alors que ce dernier était analphabète, Jawad, le jeune, le nouvel élu, était diplômé d'un institut de formation de technicien agricole et qui a ouvert, donc après plusieurs expériences de travail dans des exploitations
partout dans la région. Il a réussi à ouvrir son propre magasin de vente de produits agricoles. Parallèlement à son travail ou à son parcours professionnel, Jawad, il était actif dans plusieurs associations de développement local et il était également membre de plusieurs bureaux de coopératives agricoles. Et ces bureaux-là, ils lui permettaient de drainer et d'assurer, de mobiliser plusieurs subventions étatiques, plusieurs aides fournies par différentes instances, par différentes administrations agricoles ou non, pour mettre en place ou pour financer les projets qu'il monte avec d'autres jeunes par le bureau de ces coopératives-là. Donc, une simple comparaison entre ces deux profils-là, il montre que Slimane, le candidat senior, il a construit sa légitimité justement à travers l'établissement d'une alliance avec les notables. Contrairement à Jawad, qui a pu siéger au conseil communal, c'est d'abord en mettant en avant son instruction, le fait qu'il est passé par l'école, et en mettant également en avant son esprit d'entreprise, le fait qu'il ait réussi à créer son propre projet. Donc, ça a été un point de plus par rapport aux électeurs pour qu'ils votent pour lui. Et dernier point, c'était sa contribution dans la création de coopératives agricoles et son activisme associatif qui lui a permis de gagner en légitimité et en popularité par rapport aux électeurs et aux habitants de son village. Comparer ces deux profils, il montre également que l'accès au leadership local, il est conditionné justement par le recours à des ressources qui s'adaptent en permanence, qui changent selon le contexte sociopolitique, le contexte dans lequel évoluent à la fois les électeurs et les candidats, aussi bien jeunes que moins jeunes. Et un focus particulier sur le profil de Jawad montre que les jeunes en général, ils mobilisent des ressources qui sont acquises et qui sont plutôt techniques. Et ces ressources, ils dépendent surtout des nouvelles structures d'opportunités qui sont mises en place. Et comme a cité Zakaria, le plan Maroc Vert, l'INDH, qui offre des financements et qui permettent de mettre en place des projets dont la visibilité permet à ces jeunes de gagner en popularité. Et donc, poussant plus loin notre analyse, nous avons également étudié donc, les jeunes en situation d'élection législative. En fait, les jeunes leaders, donc, quand on leur parlait, ils éprouvaient ou ils exprimaient leur difficulté d'accéder au rang d'élu au Parlement. Donc, et ceci, il l'explique par différentes raisons. La première raison, c'est le fait qu'il manque de ressources nécessaires et d'expérience nécessaires pour entamer à un âge déjà jeune la carrière d'un parlementaire. Donc et là, quand il avance qu'il y a un manque de ressources, donc il faut distinguer entre deux choses. Quand on est dans une circonscription électorale communale, donc ça veut dire qu'on est dans un périmètre ou dans une circonscription qui est constituée soit d'une partie d'un douar, d'un village, soit d'un douar dans son intégralité ou au maximum de 2 ou plusieurs douars. Contrairement aux élections législatives où le candidat, il doit faire ses preuves, il doit gagner des voix sur un territoire plus large qui peut atteindre les frontières d'une province. Donc, c'est la raison pour laquelle les jeunes retardent le moment où ils doivent ou bien où ils peuvent prétendre à un siège au niveau du Parlement. Cependant, les jeunes, ceci n'empêche pas les jeunes d'être présents au moment de la campagne électorale, d'œuvrer pour assurer leurs propres objectifs et pour négocier leur ascension politique et leur ancrage politique local. Donc, pour ce faire, les jeunes, donc, ils développent plusieurs stratégies, donc des stratégies qu'ils développent sur le long terme et qu'ils n'hésitent pas à mettre en œuvre petit à petit pour atteindre ou bien pour pouvoir éventuellement prétendre à un siège de parlementaire par la suite. La première stratégie que nous avons pu relever consiste en le passage par plusieurs structures électives locales qui leur servent justement de tremplin pour avoir d'un côté les ressources financières et de l'autre des ressources, un réseau social assez étendu qui leur permet d'avoir des alliés et d'avoir des personnes qui les soutiennent pour gagner plus de voix. Donc, en quoi consiste cette stratégie? Il s'agit tout simplement pour les jeunes de passer par le conseil communal
où il passe plusieurs mandats pour arriver à gagner une place dans la majorité et même devenir le président du bureau du conseil communal pour par la suite cibler un conseil, donc à un niveau, une échelle territoriale plus élevée, qui est le conseil provincial ou même le conseil régional. Et en parallèle, les jeunes s'engagent également dans des élections professionnelles comme celle de la Chambre d'agriculture, par exemple. Deuxième stratégie que les jeunes évoquent ou désirent développer pour éventuellement se présenter aux élections législatives concerne le renforcement de la position partisane. En fait, en milieu rural, l'appartenance partisane, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un parti donné, ce n'est pas un critère déterminant pour qu'une personne ou qu'un candidat gagne en élection. Mais dès qu'il s'agit d'élections législatives, ce critère, justement, il devient très important parce que pour avoir l'accréditation ou ce qu'on appelle tezkiya, pour qu'un jeune ou qu'un candidat puisse présenter le parti dans les élections législatives, il faut qu'il soit bien reconnu, aussi bien dans les instances locales que celles centrales ou nationales du parti. C'est la raison pour laquelle certains jeunes donc, suivent cette stratégie et essayent de travailler sur leur appartenance partisane en renforçant leur position ou leur situation au sein du parti, même si des fois ils n'adhèrent pas forcément à l'idéologie de ce dernier. Troisième stratégie que les jeunes évoquent ou bien mettent en place pour se présenter éventuellement aux législatives concerne l'activisme dans la société civile. Donc, pour certains jeunes, le fait de s'impliquer sur de nombreuses années dans le travail associatif, d'abord au niveau du douar, ensuite de la commune et même de la province ou de la région en étendant leur réseau d'implication associative à des ONG nationales, régionales, etc. Donc, ça leur permet de prétendre donc, dans des élections suivantes à un poste de parlementaire. Sauf que cette stratégie-là, elle est représentée par un grand nombre de jeunes comme étant laborieuse, car il nécessite un grand engagement de leur part et en plus, il leur faut faire des sacrifices au détriment de leur vie professionnelle et du fait qu'ils doivent travailler pour gagner leur vie. Quatrième et dernière stratégie que les jeunes évoquent concerne surtout ou particulièrement le fait de faire valoir la notabilité familiale. En fait, dans la circonscription électorale que nous avons étudiée lors des élections législatives de 2016 dans le 16, il y avait 16 candidats qui convoitaient 2 sièges au Parlement. Et finalement, avec toutes les contraintes que nous avons citées jusque-là, et contre toute attente, c'était un jeune qui a réussi à avoir un des sièges donc, dédiés à cette circonscription électorale législative. Donc, et en fouillant un peu, en creusant un peu le parcours et le profil de ce jeune, donc on constate que c'est un jeune qui appartient justement à une famille de notables. Ce jeune, le père de ce jeune était déjà donc président du conseil communal durant plusieurs mandats et il était même membre du conseil provincial pendant un certain moment. Donc, en parallèle, il disposait de ressources financières et foncières qui lui permettaient de tisser des liens avec d'autres notables et avec d'autres alliés qui l'ont soutenu pour qu'il puisse avoir ce poste, ce siège, pardon. Donc, et si cette stratégie montre quelque chose, c'est bien que les contraintes citées par les jeunes peuvent être dépassées lorsque le jeune est issu d'une famille de notables. Et dans ce contexte-là, le titre notabiliaire devient ou constitue un héritage familial que des jeunes n'hésitent pas à faire valoir pour la conquête du pouvoir. Par ailleurs, de nombreux jeunes combinent 2 ou plusieurs de ces stratégies pour préparer éventuellement leur candidature aux législatives. Cependant, même si les jeunes ne se présentent pas personnellement aux élections législatives et dans les médias, ils ne sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont bien présents au moment des campagnes électorales. Et ce, donc, pour différentes raisons qui s'articulent surtout et justement autour de la préparation de leur ascension politique et pour assurer justement un ancrage local et politique. La première raison ou une des raisons qui pousse ces jeunes à choisir un candidat plutôt qu'un autre à soutenir lors de cette tractation électorale est de s'assurer en retour de leur appui dans d'autres tractations électorales. Et là, permettez-moi de vous présenter l'exemple d'Abdullah, qui est un jeune leader donc,
qui est président d'une association de développement local et d'une coopérative agricole chargée de réaliser ou bien de mener des projets d'installation d'irrigation localisée pour un ensemble d'agriculteurs et donc qui prétendait à une carrière politique. Donc, Abdullah, lors des législatives de 2016, il a choisi ou il a choisi de soutenir deux candidats qui appartiennent à deux partis politiques différents. Il y a d'un côté le premier candidat qui est président du conseil municipal d'El Hajeb et le deuxième candidat qui est justement donc appartient à un parti politique opposé et qui était président de la chambre d'agriculture pour plusieurs mandats. Donc, les raisons qui ont poussé Abdullah à faire ce choix ou faire plutôt ce double choix, c'est qu'avec le premier candidat, donc, il a assisté systématiquement à toutes les réunions, à tous les groupements que ce candidat faisait avec ses alliés. Et à chaque fois, donc, il essayait d'étendre son réseau social, de faire également la connaissance de ces alliés-là pour pouvoir donc, compter sur eux pour de prochaines élections ou tractations électorales. Le choix de soutenir le deuxième candidat, c'est que Abdullah prévoyait de participer ou de candidater pour les élections professionnelles prochaines et d'avoir un poste dans la chambre d'agriculture. Donc, ce double positionnement plutôt lui permettait justement d'atteindre cet objectif, à la fois d'étendre son réseau social et d'avoir un allié dans la chambre d'agriculture pour éventuellement être soutenu quand il soit à son tour donc un candidat. Deuxième raison qui pousse les jeunes ou bien qui détermine le choix du candidat à soutenir par les jeunes, c'est le fait de pouvoir obtenir des subventions ou carrément des financements de différents projets que ces jeunes mettent dans le cadre des associations ou des coopératives dans lesquelles ils sont membres. Cependant, certains jeunes donc, que nous avons rencontrés, ils préfèrent ne pas montrer publiquement leur soutien parce que donc, si pour eux, donc, si je suis en train de soutenir un candidat, automatiquement, je me place à l'opposé d'un autre. Donc, je risque en cas où donc, le candidat que je soutiens ne réussisse pas, je risque de m'attirer l'hostilité de l'autre candidat et ce dernier peut bloquer éventuellement le fait que j'ai un financement ou un soutien pour mes propres projets donc, dans ma localité ou ma circonscription. Donc, un dernier point que j'aimerais aborder donc, dans le cadre de cette communication concerne justement la place des femmes rurales sur l'échiquier politique. En fait, si l'accès des jeunes hommes au Parlement reste difficile, celui des jeunes femmes, il l'est plus du moment que ces dernières n'arrivent même pas à accéder au conseil communal sans passer par la liste du quota féminin. En fait, le quota féminin, c'est une liste qui a été mise en place par la loi et qui prévoit que 27% des sièges dans les élections communales soient réservés à des femmes. Donc, pour ces femmes, le premier pas à franchir, c'est plutôt avant de concevoir l'éventualité de se présenter aux législatives, c'est plutôt de s'affirmer au niveau local et de pouvoir se présenter en tant que candidate sur la liste locale sans avoir à passer par un quota pour être membre du conseil communal. Enfin, pour conclure, donc, je dirais qu'au-delà d'un discours dominant sur la faible participation politique des jeunes, l'analyse des trajectoires de jeunes ruraux lors de ces deux échéances électorales au Maroc confirme justement que les ruraux ne sont pas déconnectés de la vie politique. Et bien au contraire, ils se mobilisent et négocient des actions locales et identifiables par rapport à leurs besoins. En fait, pour ces jeunes, décider de se lancer dans la compétition politique se fait d'abord au niveau local, où il est relativement plus aisé de gagner en légitimité et d'avoir la voix des votants. Puis, une fois donc les ressources qu'ils jugent nécessaires pour pouvoir prétendre à un siège dans une instance sur une échelle territoriale plus élevée sont disponibles, ils progressent vers le niveau le plus élevé qui est le territoire national à travers notamment les élections législatives. Troisième point que j'aimerais relever dans cette conclusion, c'est le fait que, en fait, comme vous pouvez le constater à travers ce focus-là sur les stratégies des jeunes, c'est que la compétition autour des enjeux politiques ou des enjeux de pouvoir locaux, elle est traversée quelque part par des tensions de différentes natures.
Il y a d'abord les tensions générationnelles entre les jeunes et les seniors, les tensions ou les oppositions entre les différents statuts, celui de notable, celui de jeune qui n'a pas de titre notabilier et qui doit tout de même donc œuvrer et mobiliser d'autres ressources pour gagner en élection, également entre lettrés et illettrés. Et également, il y a des oppositions de genre entre hommes et femmes même si leur participation, c'est-à-dire la participation de ces femmes-là reste faible, on ne peut pas la nier parce qu'il est réel et parce qu'il est effectif. Et merci pour votre attention.